Bienvenue à Chronique en Rose. Ici, nous célébrons la force, la résilience et le courage des femmes. Chaque épisode est un voyage dans l'univers de la santé féminine. Un hommage à toutes celles qui font face aux défis, aux silences et aux tabous, avec grâce et puissance. Nous parlerons de tout, des petites victoires aux grandes batailles, en passant par les vérités que l'on cache trop souvent derrière un sourire. Que vous soyez ici pour vous informer, vous inspirer ou simplement trouver un espace où vous sentir comprise, Chronique en Rose est là pour vous. Ensemble, nous explorons ce que signifie être une femme, aujourd'hui et chaque jour, avec authenticité, détermination et une touche de douceur. Accrochez-vous, ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre vie. Bienvenue à toutes dans ce nouvel épisode de Chronique en Rose où aujourd'hui on va vous parler d'un sujet important quand même et puis trop souvent je pense négligé, surtout dans la vie d'une femme. On ne pense pas que cette période puisse autant nous chambouler, je pense, et pourtant c'est une période cruciale, arrivée à une certaine étape de nos vies, et pour ceci j'ai l'honneur de vous présenter Alexandra qui va nous parler de ce sujet. Alexandra, bienvenue à toi. Merci pour ton invitation. C'est un réel plaisir pour moi de participer à ce projet avec toi que je trouve vraiment très intéressant. Ben, merci beaucoup Alexandra. Merci à toi de ton temps et puis surtout de tout ce que tu vas nous partager dans cette interview. J'aime bien poser une première question à toutes mes interviewées. On dirait la question piège, entre guillemets, c'est de nous dire qui tu es, Alexandra. Ça, c'est plutôt facile comme question normalement. Donc moi, c'est Alexandra Tijoux, je suis diététicienne et formatrice. Je travaille en libéral avec mon cabinet à Chaville dans le 92, mais également en téléconsultation. Je me suis spécialisée depuis maintenant plus d'un an et demi dans la santé féminine, notamment l'endométriose, le syndrome des ovaires polykystiques, la ménopause et également l'accompagnement quand il y a des troubles du cycle ou ce genre de choses. Je travaille aussi beaucoup avec les troubles digestifs qui sont souvent associés finalement à ces pathologies-là et également sur le comportement alimentaire qui me semble indispensable et indissociable de ces cas et de ces mots que l'on peut retrouver au quotidien. Je suis également formatrice en nutrition et donc du coup notamment en BTS diététique pour toute la partie régime et hospitalière. Et puis, du coup, je suis aussi présente donc, sur les réseaux sociaux pour faire parler un peu de mon métier et de l'impact qu'on peut avoir au quotidien en me retrouvant notamment sur Instagram avec Alexandra-diète. Parfait. Dans tous les cas, je vous remettrai tous les liens dans la description de cet épisode, comme j'ai l'habitude de faire. Donc, tu nous as dit voilà, que tu étais diététicienne et tu t'es un peu spécialisée dans la santé féminine. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de comment tu t'es venue à te spécialiser dans ce parcours, si c'est OK pour toi? Ouais, moi j'ai commencé le libéral en 2020 pendant le deuxième confinement. Petit défi déjà, puisque c'était pas forcément la période la plus propice et en fait, ça s'est super bien passé parce que pendant le deuxième confinement, on avait le droit de sortir pour aller voir les pros de santé. Donc, ça n'a pas finalement été un frein si gros que ça. Pendant la période de 2020 à début 2023, j'ai reçu beaucoup de patients dans diverses situations, avec des mots un petit peu différents à chaque fois. Alors oui, on va pas se cacher, en tant que diététicien, on a pas mal de perte de poids au début, mais en creusant, on trouve quand même pas mal de petites situations particulières. J'ai eu pendant cette période-là aussi mon propre diagnostic d'endométriose et tout ça où je me suis dit: «OK, il y a vraiment des sujets qui m'intéressent encore plus que d'autres, où je me sens encore plus à l'aise d'en parler» et donc ça a été de me former pendant cette période-là, notamment dans l'accompagnement de la santé féminine, de l'endométriose, du SOPK, mais aussi de la ménopause parce que j'ai beaucoup de patientes qui viennent, notamment par rapport à la prise de poids, arrivée à la ménopause, tous les petits troubles du cycle qu'il peut avoir qui peuvent un petit peu gâcher notre quotidien et puis tout ce qui était un petit peu associé, les troubles digestifs, les ballonnements, le fait de pas forcément se sentir bien dans son corps et cetera et c'est là où je me suis dit: «OK, il y a quelque chose à faire». Du coup, j'en ai profité pour me former sur toute l'année 2022 et j'ai commencé vraiment à mettre ça en place, début 2023. Eh ben, waouh, déjà merci parce que même si je pense que tes patientes te le disent, merci d'être là et de te spécialiser dans la santé féminine puisque je pense qu'il n'y a pas encore assez de personnes qui s'intéressent, comme tu dis, à tous ces troubles en fait. Alors, maladies, troubles, syndromes, parce que c'est beaucoup, je pense, un peu méconnu, mais en même temps, voilà, c'est pas forcément tout le temps pris au sérieux, hein. On a pu le voir dans certaines interviews, que les femmes, par exemple, comme toi, qui sont diagnostiquées dans l'endométriose, parfois, c'est vraiment pas
le parcours le plus simple dans le diagnostic. Et donc, merci pour tout ce que tu fais aujourd'hui en tant que diététicienne et en tant que femme. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce qu'est vraiment la ménopause? Enfin, nous raconter un peu, voilà, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, les femmes passent par différentes étapes dans leur vie. Notamment, la première étape, ça va être la période de la puberté avec l'apparition des règles, l'apparition du cycle. Et puis, finalement, un peu le premier changement corporel qui peut intervenir, qui fait déjà que ça peut être un petit peu perturbant pour nombreuses d'entre nous. Donc, première étape, tout au long de notre vie, ce cycle va un petit peu évoluer et nous suivre. Alors, parfois avec certaines embûches que certaines femmes vivront et d'autres non. Par exemple, un syndrome, une pathologie ou autre. Également la présence d'une grossesse ou non. Et tout ça va faire qu'on évolue aussi au fur et à mesure dans notre vie de femme. Je disais que c'est vraiment la période où on va terminer nos règles, terminer nos cycles et donc entamer finalement aussi une nouvelle période dans notre vie de femme et apprendre à vivre avec des petits symptômes, des petits maux qui peuvent parfois se mettre en place, notamment le temps que la ménopause s'installe, notamment parce qu'elle est marquée par le fait d'une diminution de certaines hormones féminines avec lesquelles on a appris à vivre tout au long de notre vie, qui là chutent totalement, voire disparaissent totalement et peuvent engendrer du coup certains symptômes. Donc c'est vraiment l'arrêt de ces cycles. Et est-ce que du coup, tu pourrais nous parler un peu des principaux, je dirais, changements physiques que les femmes traversent pendant la ménopause et comment ça va influencer justement sur la gestion de la nutrition et de la santé dans sa globalité? Oui, bien sûr. Alors déjà, si on reprend un petit peu le rôle des oestrogènes. Les oestrogènes, c'est un petit peu justement l'hormone qui va rythmer un petit peu nos cycles à chaque fois, puisque selon quand est-ce que ça augmente, quand est-ce que ça diminue, on a ce cycle justement qui se met en place. Au sein de la ménopause, le taux d'oestrogène avec lequel on a vécu finalement tout au long de notre vie, il va diminuer, il va totalement chuter, qui fait que du coup, les bénéfices physiologiques qu'il pouvait apporter vont être un petit peu mis en suspension, notamment parce que les oestrogènes, ça joue beaucoup sur le système cardiovasculaire, ça joue sur la qualité des vaisseaux sanguins, le fait qu'ils soient résistants, plutôt élastiques, que ça permette aussi d'avoir une bonne pression artérielle pour ne pas avoir de l'hypertension, de l'hypotension, ce genre de choses. Ça va jouer aussi un peu sur notre bilan sanguin. Généralement, d'avoir un bon taux d'oestrogène, ça nous permet d'avoir un taux de LDL cholestérol et de HDL cholestérol qui est plutôt bien équilibré. Le HDL, c'est le bon, c'est celui qu'on veut. Le LDL, c'est le mauvais, c'est celui qu'on ne veut pas. Donc, finalement, ça nous permet aussi de prévenir un peu toutes ces pathologies cardiovasculaires. Ça va jouer aussi beaucoup sur le tissu osseux. Le fait d'avoir un bon taux d'oestrogène permet aussi de préserver un peu la densité osseuse. Ça va être aussi un bon antioxydant. Donc, ça va lutter contre le stress oxydatif qui va être finalement avoir des répercussions sur tout notre corps. Ça va permettre d'avoir un bon système cérébral, ça va permettre de limiter le vieillissement des cellules, ça va permettre de bien renouveler ces cellules, etc. Donc forcément, quand ça chute, ça peut avoir un petit peu les répercussions inverses et donc déjà provoquer quelques petits changements au niveau de notre bilan sanguin, au niveau de comment on sent, quelques petites douleurs qui peuvent apparaître. Et puis aussi un petit peu toute cette sensation de fatigue, de changement d'humeur, de troubles du sommeil, et aussi sur le poids, puisque c'est prouvé qu'à la ménopause, on a plutôt tendance à stocker le tissu adipeux, donc le tissu de la matière grasse, sous la forme androïde et non plus sous la forme gynoïde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une femme a plutôt tendance à stocker au niveau des hanches, des fesses, ce genre de choses, ce qui peut parfois quand même nous déranger, mais qui n'est pas dangereux pour la santé. Alors qu'à la ménopause, on a plutôt tendance à stocker au niveau du tour de taille et du bas-ventre. Et là, nous, qui peut être un petit peu plus gênant pour notre métabolisme et du coup pour la santé. Ok, d'accord. Et on parle souvent des symptômes physiques de la ménopause, mais quel est l'impact mental et émotionnel de cette période sur la vie des femmes? Déjà, on voit son corps changer. C'est une nouvelle période où on voit de nouveau un changement sur le corps. Parfois déjà pas facile à être OK avec, puisque je pense que si on interrogeait dans la rue beaucoup de femmes sur comment elles se sentent avec leur corps, on n'aurait pas forcément beaucoup de retours positifs. Donc ça veut dire vraiment revenir à une période qu'on a pu avoir avant, à revoir ce corps changer. Donc ça peut aussi avoir un impact finalement émotionnel et cérébral. Il y a aussi le fait que
à chaque fois, et on l'a vécu tout au long de nos cycles, dès qu'il y a une petite perturbation hormonale, dès qu'il y a un petit changement, ça joue quand même pas mal généralement sur nos émotions et notre morale. Bah là, le fait que ça chute, et chez certaines femmes, ça va chuter quand même plus ou moins rapidement. Ça peut venir engendrer des petites chutes de sérotonine, l'hormone du bien-être, l'hormone du bonheur, et qui fait que parfois l'irritabilité, le moral, etc., ne sont pas forcément au rendez-vous. Ok. Et est-ce qu'il y a un lien entre l'alimentation et le bien-être mental qui pourrait potentiellement être exploité pour justement alléger ces symptômes? Ouais, moi je trouve que c'est souvent à double sens. Il y a à la fois manger bien fait que généralement on se sent aussi bien, on se sent mieux avec un meilleur moral. Et il y a le fait que parfois quand on n'a pas le moral, on n'a pas forcément envie de bien manger. Donc c'est dans le sens où avoir une alimentation qui est variée, qui nous apporte le plus de choses, où on ne mange pas tout le temps la même chose, déjà ça va y participer. Donc c'est quelque chose qui peut être accessible à tout le monde finalement et qui peut être assez facile à mettre en place. Et après, ça va aussi être de se dire: «Bon, là, je traverse une nouvelle période de ma vie. Il faut que j'essaye peut-être de changer deux-trois petites choses, de façon finalement à me faire du bien et être en accord aussi avec mon assiette». Donc l'alimentation peut aussi avoir cet impact-là au quotidien. Il y a une question qui me vient quand tu parles, voilà, quand on parle d'alimentation, parfois, enfin, on entend tellement parler d'alimentation équilibrée, etc., qu'à un moment donné, voilà, on était rentré un peu enfin, je me rappelle, hein, moi, quand j'étais plus jeune, je suis pas très vieille, mais quand j'étais plus jeune, on parlait de régime, etc., et que, bon, j'ai bien compris au fil du temps qu'il faut faire attention et qu'on parle d'équilibrage alimentaire. Mais du coup, comment on peut arriver justement à faire cette transition entre avant, j'arrivais potentiellement à avoir une alimentation pas la plus équilibrée du monde, mais au moins, voilà, j'avais pas forcément d'impact. Et hop, on passe à la ménopause et il y a des choses qui vont changer. Et comment trouver cet équilibre justement sans se priver de ce qui nous fait plaisir à la base? Aussi, je pense que ce qui est important de rappeler, c'est que depuis notre enfance, on a toujours été un petit peu dans cette dynamique de «Ouh là, attention, il ne faut pas trop prendre de poids, il ne faut pas trop grossir, du coup, il faut faire attention à son alimentation», et cetera. Plus on fait attention à son alimentation, généralement, plus il peut y avoir un problème de poids derrière. Donc déjà aussi de relativiser un petit peu là-dessus, d'observer son corps, de voir qu'on peut avoir des changements. «Ah, aujourd'hui, j'ai plus ou moins d'appétit. Ah, aujourd'hui, cette recette, elle me fait plus ou moins plaisir». Tous ces petits éléments-là qu'on peut avoir au quotidien, ça peut déjà nous permettre de mieux agir sur comment va réagir notre corps par la suite. Donc c'est vraiment de se dire, à partir du moment où il y a des premiers petits symptômes, parce qu'il y a une grosse période aussi qui arrive avant la ménopause, c'est la période de la périménopause. Donc, pour vraiment caler la ménopause, il faut qu'il y ait un arrêt des cycles pendant plus d'1 an. La période de la périménopause, généralement, on va avoir des cycles en janvier, puis en juillet, puis en septembre, bref, à n'importe quel moment. Là, on va être encore dans cette période de périménopause. Pourquoi pas profiter de cette période pour se dire: «OK, c'est peut-être aussi des messages que m'envoie mon corps et j'aimerais agir peut-être un petit peu dessus». Comme aujourd'hui, là, on voit un peu les impacts que va avoir la ménopause sur notre corps. C'est peut-être là où on peut se dire: «Ah, et si je changeais telle chose ou telle chose dans mon alimentation?» Des choses toutes bêtes, mais le fait de se dire: «Je vais peut-être prendre un petit peu plus de temps pour mon assiette», c'est-à-dire me poser, prendre le temps de manger, de bien mastiquer et de voir un peu comment évoluent mes sensations alimentaires. Est-ce que j'ai plus faim? Est-ce que j'ai moins faim? Est-ce que ça me suffit? Est-ce que j'ai tendance à grignoter? Qu'on sache pourquoi, d'où ça vient et comment on peut agir dessus. Ça va être aussi, peut-être des idées de recettes qui peuvent être très faciles pour se redonner un petit peu envie de manger avec de la gourmandise. Comme ça peut être se dire: «Ah, attention, là, quand on en discute, c'est vrai qu'il peut peut-être manquer telle chose ou telle chose dans l'assiette. On va essayer de l'intégrer de telle manière ou de telle manière». Ok. Et du coup, pour toi, est-ce que tu pourrais dire que l'alimentation joue vraiment un rôle clé dans le processus, voilà, de passage d'une étape à une autre dans la vie de la femme? Moi, je dirais que c'est un accompagnement au quotidien, un soutien où finalement, comme, le côté, psychologie, sophrologie, hypnose, le fait de faire de la méditation, le fait de faire du sport, de voir des amis et cetera, l'alimentation, c'est un des piliers aussi et un des accompagnements qui fait qu'on peut mieux vivre cette période. Bien sûr. Et enfin, la ménopause, elle est parfois associée à une augmentation du risque de maladies chroniques, potentiellement telles que les maladies cardiaques. Comment
la nutrition peut aider à prévenir ou à atténuer ces risques qui peuvent être parfois plus, on va dire, dangereux que juste une simple, une petite prise de poids ou quelque chose d'un peu plus, on va dire, moins significatif. Alors, je tiens à mettre des guillemets sur ce que je dis, hein, mais c'est vraiment pour voir comment on peut vraiment essayer d'alléger ces symptômes, de prévenir, d'atténuer ces risques via notre alimentation. Ouais, tout à fait. Il y a un risque qui est non modifiable, c'est l'âge. Effectivement, dans les maladies cardiovasculaires, il y a quand même plus de risques d'en développer à partir de 50 ans. Donc, on est un petit peu dans le même moment que la ménopause finalement, puisque aujourd'hui, l'âge moyen, je crois que c'est l'INSERM qui avait sorti les chiffres il n'y a pas longtemps, qui disait que l'âge moyen de la ménopause, on était à 50, 51 ans. Donc, finalement, il y a ces deux choses-là qui viennent aussi en plus. C'est aussi de savoir un peu quel type de pathologie, déjà, on a comme facteur. Est-ce qu'il y a des choses qu'on ressent? Est-ce que c'est plus la pression artérielle qui joue? Est-ce que c'est plus un bilan sanguin qui est un petit peu déséquilibré? Et finalement, de se dire, bon, il y a peut-être des petites choses, effectivement, qu'on peut revoir dans l'alimentation. L'alimentation, c'est vraiment un pilier dans l'hygiène de vie. Donc, bien évidemment que de gérer le stress, de faire d'activité physique, de bien manger, tout ça, c'est vraiment, pour moi, ça va ensemble. Mais au niveau de l'alimentation, on n'y pense pas souvent, mais on peut venir changer un petit peu son apport en matière grasse, mettre des bonnes matières grasses pour venir augmenter ce fameux HDL cholestérol et protéger le cœur. Ça va être de les varier au maximum pour finalement ne pas surconsommer quelque chose. Ça va être de voir un petit peu quel type de protéines je peux mettre dans l'assiette parce qu'il y a des protéines qui peuvent apporter, je pense notamment aux poissons gras ou à tout ce qui vient du label bleu blanc cœur. On va augmenter aussi l'apport en oméga 3. Les oméga 3, c'est hyper intéressant pour justement équilibrer le HDL et le LDL cholestérol, mais c'est aussi hyper intéressant pour tout le côté cérébral, nerveux, etc., qui va stimuler notre système immunitaire et qui finalement va faire qu'on peut aussi mieux se sentir à ce moment-là. Ça va être aussi de se dire, je vais mettre de la couleur dans mon assiette. Tout bête, je pense juste quand je fais une petite salade à mettre plusieurs légumes dedans. Le fait d'apporter plusieurs couleurs dans l'assiette, j'apporte plusieurs antioxydants et tout de suite, j'essaye de lutter contre le vieillissement prématuré de mes cellules, j'essaye de lutter contre la fatigue chronique, j'essaye de lutter contre plein de petites choses comme ça. Et rien que ça peut redynamiser un petit peu le corps. Je pense que rien que ces deux petits exemples-là, ça montre à quel point l'alimentation peut vraiment être un pilier au quotidien et pas forcément un frein. Je vois très bien ce que tu veux dire. Et en tant que diététicienne, et donc là au niveau de la ménopause, hein, donc justement apporter des oméga 3, des antioxydants, c'est très important. Mais toi, en tant que diététicienne, qu'est-ce que tu penses des compléments alimentaires qui aujourd'hui, disons franchement, inondent le marché pharmaceutique ou même on peut en retrouver dans les grandes surfaces? Mais du coup, voilà, une personne, par exemple, moi, je vois, je suis pas la plus fan du poisson. Bon, je suis pas en ménopause, hein, mais je suis pas la plus fan du poisson. Autant je vais en manger, mais je sais que ça va pas être pendant presque, je sais pas, une fois par semaine. Est-ce que, dans ces cas-là, une personne, voilà, qui n'est pas fan de poisson ou de légumes, voilà, on fait la balance, est-ce qu'elle peut avoir un apport, on va dire, complémentaire dans son alimentation, si bien sûr déjà elle a une hygiène de vie équilibrée, évidemment. Alors, moi, je pars du principe que plus on passe par l'assiette, mieux c'est. On se nourrit avec les aliments, on ne se nourrit pas avec les gélules. Donc ça, c'est un petit peu ma vision de si on peut l'avoir par l'alimentation, ce serait génial. Et donc, en tant que diététicienne, moi, ce que j'essaye de faire avec les patientes, c'est vraiment de se dire « Ah, ça, vous aimez pas, et si on testait ça ?» Essayer de trouver voilà, des équivalents qui peuvent quand même convenir et qui peuvent déjà apporter un bénéfice quand même au corps. Donc, ce serait déjà de travailler là-dessus. Après, oui, effectivement, quand on vient manquer de quelque chose, quand il peut y avoir finalement un apport qui n'est pas, qui est insuffisant dans l'assiette, pourquoi pas y réfléchir. Mais attention, surtout ne pas faire de l'automédication, donc surtout ne pas se complémenter soi-même et toujours demander l'avis d'un professionnel de santé, ne serait-ce que parce que on prend l'exemple du fer. Le fer, si on en prend trop par rapport à nos réels besoins, ça va avoir l'effet inverse et au contraire, ça peut venir totalement perturber l'organisme. Donc, c'est des choses où vraiment, il ne faut pas se complémenter soi-même. Il faut toujours le faire de manière accompagnée. Il faut aussi peut-être venir choisir la qualité des compléments qu'on peut choisir parce que, comme tu le dis, il y a un marché tellement immense que peut-être qu'il y en a qui vont être plus ou moins efficaces. Donc, à voir aussi par rapport à ça. Mais jamais en première intention, en tout cas, selon moi. Très bien, parfait. Je te remercie. Et par exemple, pour donner un peu un exemple à nos auditrices, si par exemple, là, actuellement, il y a des personnes qui nous écoutent et qui n'aiment pas forcément le poisson, donc tout ce qui est à base d'oméga 3, je précise,
où est-ce qu'elle pourrait le retrouver autre part que dans le poisson? Alors, avant de te donner d'autres sources, je tiens vraiment à préciser que parfois, quand on les cuisine, qu'on les mélange, qu'on les associe à d'autres saveurs, ça peut tout à fait passer. Moi, pour mon expérience perso, je détestais le maquereau. Le maquereau que je vais mélanger avec un petit fromage frais ou un yaourt type un yaourt à la grecque, où je vais mettre du citron, des herbes, des épices qui peuvent être hyper intéressantes, on est sur de la rillette de poisson qui peut totalement passer. Donc, c'est aussi de se dire, est-ce que je peux pas le cuisiner autrement? Après, dans les oméga 3, donc on retrouve ça effectivement dans les poissons gras. C'est une bonne source au niveau, en tout cas, animal. Au niveau végétal, on va le retrouver dans les huiles, notamment en variant ces huiles. Aujourd'hui, on utilise beaucoup d'huile d'olive, mais il y a plein d'autres huiles à côté qui peuvent nous apporter plein d'autres bénéfices. Les oméga 3, on va les retrouver notamment dans l'huile de colza, l'huile de lin, l'huile de noix, l'huile de chanvre, ce genre de choses. Il n'y a pas besoin d'avoir 10 000 huiles à la maison. L'huile d'olive est une des bouteilles que je viens de citer. Sachant que les huiles riches en oméga 3, elles s'oxydent hyper rapidement. Donc, plutôt la acheter dans une bouteille en verre un peu plus foncée qui va protéger de la lumière. Et moi, je la conserve au réfrigérateur. Parce qu'au réfrigérateur, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de chaleur. Et donc, du coup, ça convient encore mieux pour la protéger plus longtemps. Sachant qu'on ne la fait pas cuire non plus, on l'utilise uniquement en cru et jamais en contact avec la cuisson. On va avoir aussi tout ce qui est oléagineux, les amandes, les noix, les noisettes, la pistache, ce genre de choses. Non grillé, sinon on perd une partie des oméga 3 du coup. Et non salé parce que, en plus, à la ménopause, on a tendance à faire un peu de rétention d'eau. Donc, si on ajoute encore plus de sel, on attire encore plus l'eau. Donc, on fait un petit peu attention à ça. Il y a les graines aussi qu'on peut utiliser, tout ce qui est graines de chia, graines de lin. Attention, les graines de lin, il faut les moudre, sinon il n'y aura pas l'absorption des oméga 3. Donc, par exemple, acheter, soit les écraser au dernier moment, soit avoir un petit moulin où on met les graines de lin dedans et puis on assaisonne son assiette. Et puis, du coup, si jamais les poissons, ça passe pas, c'est de faire un petit peu attention aux produits qu'on peut acheter et les avoir en label bleu blanc cœur. C'est un label qu'on retrouve sur les œufs, sur la volaille, sur les lardons, sur le lait, les yaourts, ce genre de choses. Et donc, ce petit label nous indique que les animaux ont été nourris aux graines de lin. Donc, du coup, les oméga 3 sont passés dans l'animal. Donc, même sans aimer les poissons, on peut quand même très bien essayer d'enrichir son alimentation en oméga 3. D'accord, super. C'était très intéressant. Je ne savais pas, par exemple, pour les huiles enrichies en oméga 3, qu'il ne fallait pas les faire en contact avec la cuisson. Donc, merci beaucoup. Et c'est très intéressant, je pense, quand tu as parlé au tout début, aux personnes qui sont aussi véganes, végétariennes, et justement qui ne veulent pas manger du poisson ou de la viande et qui peuvent justement enrichir leur alimentation avec les huiles ou encore avec les graines. Donc, merci beaucoup pour cette indication. Généralement, il faut quand même avoir l'apport animal et végétal. C'est beaucoup plus bénéfique au corps. Et c'est là où c'est une situation assez particulière où on peut en discuter ensemble et finalement se dire, bon, bah, est-ce qu'on va pas vers un complément ou pas? Parce que la plupart des compléments sont faits à base de poisson. Donc, chez les personnes véganes, on comprend tout à fait que ça passera pas. Et là, on voit comment on peut adapter les choses. Merci de cette précision. Tout à l'heure, tu nous disais, donc par rapport à quand tu nous expliquais la ménopause, la prise de poids. Donc ça peut être une vraie préoccupation chez les femmes qui sont ménopausées. Quelles sont les stratégies alimentaires efficaces pour maintenir un poids santé? Déjà, si on peut rappeler ce que c'est un poids santé pour dégrossir et éviter une prise de poids excessive puisque malgré tout, ça reste quand même des hormones qui disparaissent. Et est-ce qu'on a un vrai contrôle dessus ou est-ce que c'est quand même assez aléatoire et que du coup, il faut vraiment faire super attention? Ça reste assez aléatoire. Après, c'est vrai qu'effectivement, plus on a tendance à avoir une morphologie avec de la masse musculaire, plus finalement on va essayer de limiter la prise de poids à ce moment-là. Il y a une prise de poids qui parfois peut être inévitable et qu'on va vraiment pas contrôler, mais ça peut être aussi de la rétention d'eau. À chaque fois qu'on a un changement hormonal, on a tendance à attirer plus l'eau et à faire de la rétention d'eau. La rétention d'eau, c'est du poids. Donc forcément, ces genres de petites choses-là, faut qu'on les mette en place. Plus on agit aussi en amont et plus notre alimentation est une alimentation santé qui nous convient, moins il y a de risques aussi que finalement on stocke plus de tissu adipeux. Il y a plein d'autres choses à mettre en place. Sur cette notion de poids santé et de poids finalement qui nous convient, moi je déteste parler de l'IMC.
je déteste cet indicateur, je le trouve hyper anxiogène. Par contre, c'est de venir vérifier si en globalité, est-ce que la personne est en bonne santé? Est-ce qu'il y a des facteurs de risque à prendre en compte? Est-ce qu'il y a des antécédents médicaux, etc. Et de voir à peu près où est-ce qu'on en est dans tout ça. On peut avoir des personnes qui sont ménopausées, qui sont en surpoids et qui vont le vivre beaucoup mieux que d'autres personnes qui ont un IMC finalement dans la norme, comme ils appellent ça. Donc, cette notion de poids santé, c'est plus une notion où notre corps est en accord avec tout ce qui se passe aussi à côté. Il n'y a pas de problème de santé à prendre en charge. Et c'est aussi un poids qui finalement ne bouge pas tant que ça. Il n'augmente pas, il diminue pas. Il est plutôt stable. Donc, qui prouve que c'est quand même un poids dans lequel notre corps se sent bien. Il est capable de bien fonctionner et donc d'avoir une capacité au quotidien qui fonctionne quand même bien. Et donc, c'est là aussi où finalement on peut agir au niveau de l'équilibre alimentaire, de se dire est-ce que les portions que j'ai dans mon assiette, ça me convient? Est-ce que finalement, en parlant avec quelqu'un, on se rend compte qu'il ne peut pas manquer des choses ou ne pas avoir assez de variété? Peut-être essayer d'agir aussi sur des toutes petites actions. Comme je disais tout à l'heure, c'est de se poser, de prendre le temps de manger, de cuisiner avec peut-être d'autres matières grasses, d'autres épices aussi. Peut-être se dire j'ai l'impression d'avoir envie de sucre tout le temps. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que j'en mange beaucoup ou pas? Quel type de sucre je mets en place? Voilà, c'est plein de petites choses comme ça. Et parfois, quand on est tout seul dans son coin, ça peut être compliqué. Alors qu'en parlant avec un professionnel, c'est là où on peut se rendre compte que des toutes petites actions peuvent suffire à faire vraiment beaucoup de choses. Ok, d'accord, je vois. Et toi, du coup, quel conseil tu donnerais à une femme qui entre dans la ménopause pour mieux vivre cette transition, autant sur le plan physique que mental et que émotionnel? Alors, au niveau physique, bouger. On ne demande pas de faire une course à pied toutes les semaines ou quoi que ce soit. Juste le fait de tous les jours peut-être prendre les escaliers plutôt que l'escalator, aller faire un petit tour dès qu'il y a une petite course qu'on peut aller faire à pied ou quoi que ce soit. Rien que le fait de mettre le corps en mouvement, on travaille aussi sur cette ménopause qui arrive, sur le fait que notre corps va changer et potentiellement aussi à travailler sur ce côté métabolisme qui peut être plus facile à prendre en charge par la suite. Donc, le bouger dans mangerbouger.fr, il est quand même indispensable. On n'oublie pas ce côté-là sans forcément aller sur des choses hyper physiques ou quoi que ce soit, où parfois on ne s'en sent pas capable. Oui, c'est encore mieux si on fait une activité sportive, et une activité sportive adaptée, c'est encore mieux si c'est le yoga, le pilates qui nous fait du bien, ou si c'est d'aller marcher à une vitesse un peu plus intense ou de courir, pourquoi pas. Mais le fait de bouger, indispensable. Aussi parce que quand on fait du sport, cette fois-ci, on a une sécrétion d'endorphines. Et donc, les endorphines vont vraiment nous aider aussi à gérer tout le côté émotionnel, moral, etc. Donc, pour ta question et sur le côté vraiment émotionnel et moral, cérébral, hyper important aussi. Au niveau aussi des changements, et notamment, je pense à tous les petits désagréments, le fait de ballonner, le fait d'avoir des sécheresses ou ce genre de choses, de la peau au niveau vaginal ou quoi que ce soit, hyper important de bien s'hydrater. On est vraiment sur au moins 1,5 litre d'eau par jour, voire 2 litres. Si possible, pas que au moment des repas qui peuvent venir un peu perturber la digestion parfois, mais vraiment tout au long de la journée. Aussi parce que ça nous permet de relancer tout ce qui va être au niveau du drainage lymphatique, etc. Ça nous permet aussi peut-être de lutter un peu contre la rétention d'eau et donc de se sentir bien. Et au niveau alimentaire, je pense que prendre le temps de manger, mettre de la couleur dans l'assiette et varier le plus possible, ça résumerait au maximum. Ok, très bien. Merci beaucoup déjà pour ces conseils. Je pense à donc il y a la ménopause, mais il y a aussi ce phénomène où les médecins peuvent nous administrer en fait des gélules, enfin des médicaments pour justement avoir une ménopause beaucoup plus précoce. C'est quoi la différence exactement? Alors, généralement, quand on est en ménopause précoce, c'est qu'on vient mettre un traitement hormonal qui vient du coup couper ces hormones, comme le même principe au moment où la ménopause arrive de manière naturelle, il y a un arrêt des hormones, hop, il n'y a plus de cycle. Ça va être la même chose. Alors, il n'y a pas forcément beaucoup de il y a moins de risques quand même au côté cardiovasculaire, ostéoporose, tout ce qu'on peut entendre. Par contre, ça reste quand même quelque chose qui n'est pas anodin au corps. Donc, c'est quand même intéressant de se concentrer sur comment réagit notre corps. Est-ce qu'on a l'impression d'avoir
plus faim, moins faim? Est-ce qu'on a l'impression d'être plus ballonné, moins ballonné? Enfin, plein de petites choses comme ça où ça reste quand même intéressant de s'y interroger, même si du coup, là, c'est administré par un médicament, par un traitement que vous a donné le médecin. Et donc, forcément, ça peut être aussi parfois hyper tôt. Ça peut être aussi même, je pense, dans le cadre de l'endométriose, le but, c'est de couper les cycles. Parfois, il y a un traitement hormonal qui vient de couper. On ne va pas forcément parler de ménopause, on vient juste parler du fait que il n'y a plus de cycle et donc du coup, il n'y a pas forcément d'études aujourd'hui qui nous montrent que le fait d'être en ménopause un peu précoce nous emmène plus vers un risque cardiovasculaire élevé ou un risque d'autres pathologies chroniques à ce moment-là. Ok, d'accord. Et quels sont les plus grands mythes ou malentendus concernant la ménopause et la nutrition que tu aimerais clarifier aujourd'hui? Bonne question. Les plus grands mythes. Que la ménopause, ça fait forcément prendre du poids. C'est pas vrai. Ça, on peut garder aussi le même poids. On peut avoir un changement corporel, pour autant ne pas forcément avoir un changement sur la balance. Donc ça, hyper important. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui ressentent des symptômes. Généralement, on dit qu'on est au moins à 80-85% des femmes qui sont ménopausées qui vont ressentir des symptômes. Mais pour autant, ça peut aussi être sur une très courte période et ne pas forcément modifier la qualité de vie. Donc, il ne faut pas avoir peur de la ménopause. La puberté, on n'a pas le choix, c'est arrivé. Quand du coup la grossesse s'est mise en route, on l'a vécu aussi un petit peu comme on pouvait. La ménopause, ça fait partie d'une étape comme une autre et ça sert. Je pense que ça peut entraîner plus de stress qu'autre chose de finalement en avoir peur. Par contre, la prendre en charge en amont, ça peut être aussi hyper intéressant. Donc, je pense qu'il peut y avoir ça. Et puis, il y a le côté de on n'a pas besoin de faire un régime quand on arrive à la ménopause. Un régime, c'est souvent synonyme de restriction. Un rééquilibrage alimentaire, c'est juste vérifier que dans l'assiette, tout nous convient, tout est OK pour nous. Est-ce qu'il manque quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose en trop? Et qu'on puisse moduler un petit peu tout ça au fur et à mesure. Donc, ce serait un peu ces 3 idées-là, je pense. Déjà, merci. Et du coup, ça me fait penser que souvent, on me dit que quand on arrive à la ménopause, on a beaucoup de bouffées de chaleur. Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est plutôt vrai? Et comment on pourrait réussir à les gérer? Ouais, alors les bouffées de chaleur, ça concerne énormément de femmes arrivées à la ménopause. En fait, c'est aussi en lien avec le fait qu'il y a une diminution des œstrogènes et du coup, il y a un petit dérèglement au niveau de la régulation thermique du corps. Donc, la chute des œstrogènes va faire généralement, on a cette régulation thermique qui est un petit peu déséquilibrée, qui fait qu'on va vraiment avoir cette sensation de il fait chaud. Ça arrive souvent la nuit aussi, généralement. On dort paisiblement et puis, poum, on se réveille, on est en sueur tellement on a chaud. Donc, c'est vrai que oui, c'est un des symptômes les plus ressentis. Alors, il y a plusieurs cas. Déjà, en parler avec son gynécologue ou sa sage-femme, parce que parfois, c'est tellement intense et ça vient tellement perturber la qualité de vie qu'il y a un traitement qui existe. Au niveau de tout ce qui peut être alimentation, il y a aussi l'hydratation parce que vous allez perdre de l'eau quand il va y avoir des bouffées de chaleur. Donc, c'est finalement de ne pas être en déficit. Ça va être aussi tout ce côté, effectivement, un petit peu antioxydants oméga 3 qui vont venir soutenir l'organisme pendant cette période-là pour éviter qu'il y ait trop de symptômes. Et puis après, il peut y avoir d'autres choses un petit peu complémentaires. Je sais que j'ai pas mal de patientes qui ont fait, par exemple, tout ce qui était un petit peu acupuncture ou hypnothérapie, ce genre de choses. Tout ce qui pouvait être aussi l'accompagnement par la thérapie cognitivo-comportementale pour pouvoir aussi mettre des mots sur les mots et finalement que ça puisse aider. Donc, l'alimentation a son rôle à jouer. En premier lieu, je pense, le côté médical, gynéco et sage-femme. Et après, effectivement, peut-être d'autres piliers à ajouter pour prendre soin de soi, finalement, au quotidien. Super. Merci beaucoup. On va arriver à la fin de l'interview. Et si tu avais un message à adresser à toutes les femmes traversant la ménopause ou qui débutent dans cette nouvelle étape de leur vie, qu'est-ce que ça serait? Je pense que ça serait effectivement de voir un petit peu qu'est-ce qui vous pose réellement problème au quotidien. Est-ce que c'est ces symptômes type bouffée de chaleur, sécheresse, maux de tête, ce genre de choses, de pouvoir en parler. C'est pas un sujet tabou et aujourd'hui, les diététiciens sont quand même de plus en plus en contact aussi avec les médecins, les gynécos, etc. Et donc, c'est là où ils peuvent penser ah oui, on peut quand même essayer de revoir un petit peu l'hygiène de vie globale pour essayer d'améliorer votre qualité de vie.
Malheureusement, la diététique, ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale, mais c'est aussi toujours important de pouvoir se renseigner auprès de la mutuelle, parce qu'il y a de plus en plus de mutuelles qui prennent en charge ne serait-ce qu'une, peut-être plusieurs consultations à voir, et peut-être d'en faire même une, de voir un peu le côté préventif, de vous dire, ah oui, on pourrait modifier ça, ça ou ça, et si ça peut améliorer votre qualité de vie au quotidien et donc vous soulager d'une charge mentale et d'un stress, je trouve ça hyper intéressant. Donc c'est dans ces cas-là vraiment se dire, aujourd'hui, parlez-en autour de vous, c'est pas un tabou, et il y a pas mal de petites actions qui peuvent être mises en place. Eh ben, merci beaucoup pour ce message. En tout cas, j'ai trouvé que c'était super intéressant. Alors, même quand on n'est pas forcément dans cette étape de notre vie, c'est toujours intéressant de savoir puisque on y passera à un moment donné hein, en tant que femme. Donc, il faut aussi voilà, se renseigner. Et surtout, comme tu disais, pouvoir en parler et puis pouvoir peut-être déjà en amont y travailler sans pour autant aller dans le stress qui peut être vraiment avoir un effet totalement négatif hein, parce qu'aujourd'hui on sait, il y a eu des études de fait, le stress est quand même vraiment négatif pour le corps, pour le cerveau, etc. Et du coup, c'est sûr que c'est quand même plus sage de le prendre avec plus de délicatesse, d'arriver à mieux comprendre ce que c'est et de, du coup, comme tu disais, s'observer, savoir qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qui nous dérange, en parler avec notre médecin, notre gynécologue ou potentiellement une diététicienne qui peut aussi venir soutenir. Et comme tu disais, une première séance, même si on continue pas par la suite, c'est toujours plus bénéfique que de ne rien faire du tout. Ouais, tout à fait. Et puis, finalement, même si nous, on n'est pas concernés, on a tous une maman, une grand-mère, une sœur, une amie qui s'apprête à vivre ça alors que nous, on n'y est pas encore dedans. Et rien que de pouvoir aussi en discuter avec ses proches, ça peut aussi parfois se dire, ah ouais, tiens, c'est pas bête. Et si j'allais consulter à tel endroit ou à tel endroit. Exactement, totalement. Donc, merci beaucoup, Alexandra, pour cette super interview, pour toutes tes réponses qui, moi, m'ont beaucoup intéressée, m'ont beaucoup appris. Donc, je pense que nos auditrices ressentiront la même chose que moi. Je vais te laisser le dernier mot de la fin et moi, je vais remercier nos auditrices pour leur temps, leur partage. Et si vous avez envie de rejoindre Alexandra, d'aller voir son travail ou encore de potentiellement prendre une séance avec elle, n'hésitez pas, vous retrouverez tous les liens dans la description de cet épisode. Et puis, on se dit à bientôt pour un nouvel épisode dans Chronique en Rose. Alexandra, je t'en prie. Eh ben, c'est de dire que l'alimentation, ça peut vraiment être un ami au quotidien pour plein de situations. Là, on a parlé de la ménopause, mais ça pourrait être pour plein de choses. Et il y a une petite citation que j'aime bien d'Hippocrate qui a beaucoup travaillé finalement sur l'alimentation. Alors, attention, je ne considère pas que l'alimentation est un miracle, mais il a quand même dit « laisse ta nourriture être ton remède et ton remède ta nourriture ». Et c'est bien la preuve que ça peut nous aider au quotidien et que si on est OK avec, ça peut être encore plus un allié. Je suis totalement d'accord avec toi. Merci beaucoup pour cette dernière citation et je te dis à bientôt, Alexandra. À bientôt, merci à toi. Merci.